Kompass bringt fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass, jetzt auf Kanal K. Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Viel Spaß auf Radio Kanal K. Und frohe Festtag Ostern. À microphone, begleitet euch Sylvain Amos. Bonsoir Lomé, bonsoir Accra, Cotonou, Bamako, Bangui, amis panafricanistes. Bienvenue à Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain du Radio Canal K en Suisse alémanique. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous, à nos fidèles auditeurs, auditrices de Radio Légende FM à Lomé au Togo et également de la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Eh bien, un coup d'État a encore frappé l'Afrique. Eh bien, notamment en République centrafricaine le 24 mars dernier, alors que ce pays vient de signer il y a 2 mois un accord de paix entre pouvoir et rebelles à Libreville, au Gabon. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités en direct depuis Bangui et en direct également depuis Paris en France. Pour aborder aussi les sujets sur la crise sociopolitique au Togo, Kofi Yamyan, président de Sursaut Togo, nous accompagnera vers la fin de cette édition en direct depuis Paris. Supervision générale de Michel Pouléo, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Lucien Houkanli, Romain Koudjodji, Fabi Kouasti constituent l'équipe de production. Fenêtre sur l'Afrique est présenté et réalisé par Sylvain Amos. Merci de votre fidélité sur le www.canalk.ch. Eh bien, nous remercions également nos nouveaux partenaires, le site internet letogovie.com où vous trouverez toute l'actualité sociopolitique en vidéo. Nos fraternels remerciements également à l'agence de presse AfriPresse basée à Lomé au Togo. Et bien, dans un instant, notre éditorial. Merci de votre fidélité. Depuis l'ascension à l'indépendance des pays africains francophones dans les années 60, nous avons assisté à une multiplication de coups d'État, parfois orchestrés par l'ancienne puissance colonisatrice qui est la France. Une nouvelle fois, après le Mali, les rebelles de la Séléka, en République centrafricaine bien sûr, ont pris le pouvoir par les armes la semaine dernière. Notre objectif n'est pas de centrer sur la problématique de l'alternance politique, mais plutôt de la légitimité des mouvements rebelles qui se prolifèrent en Afrique depuis quelques années. Nous nous sommes penchés sur le cas de la Côte d'Ivoire, la Libye, maintenant la Centrafrique. En effet, après l'arrivée au pouvoir des présidents autrefois rebelles en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda et autres civils, comme l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, après une consultation électorale très mouvementée, c'était le tour de l'ancien président centrafricain François Bozizé qui prenait les armes le 15 mars 2003. Selon certains observateurs, Bozizé aurait bénéficié du soutien militaire de son voisin le Tchad et peut-être encore de la complicité de Paris pour renverser le pouvoir du défunt président Ange-Félix Patassé, élu démocratiquement. Même si le processus électoral était émaillé de graves illégalités, rien ne justifiait la prise du pouvoir par des moyens illégaux. Amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, posons-nous la question de savoir
si seule la prise du pouvoir par les armes est la seule alternative pour instaurer la démocratie et l'état de droit en Afrique. Une réponse difficile à répondre quand les dirigeants dictateurs en Afrique s'accrochent au pouvoir contre vents et marées. Il faut rappeler que le régime Bozizé était caractérisé par l'absence d'un espace de dialogue permanent, la brutalité policière, le musulman de l'opposition. Bref, il a constitué un appareil répressif contre une partie de la population qui aspire à un lendemain meilleur. En effet, la pratique de la corruption, la dilapidation de fonds publics et l'enrichissement personnel de l'entourage personnel de l'ancien président centrafricain faisaient craindre le pire quand on sait que depuis l'indépendance de ce pays africain, la bonne gouvernance a toujours fait défaut malgré la richesse minière de ce pays. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que l'absence d'un débat politique et sincère avec toutes les composantes d'une nation peut conduire à la création d'une rébellion armée qui peut opérer à partir d'un pays voisin. C'est le cas de la Centrafrique où la rébellion aurait bénéficié d'un soutien implicite des autorités de Khartoum et peut-être de N'Djamena, puisqu'ils sont partis de cette base arrière située dans le territoire soudanais ou tchadien. Par ailleurs, le délaissement des populations du nord et de l'est par les autorités de Bangui faisait présager le soulèvement de cette partie de la Centrafrique qui se sentait plus soudanaise que centrafricaine. Mais rien n'y fait pour améliorer la redistribution de la richesse du pays. En effet, le 10 décembre 2012, divers groupes armés coalisent leurs efforts pour créer une coalition de groupes armés appelée Seleka. La coalition déclenche une offensive généralisée contre les positions des forces gouvernementales, occupant ainsi des villes. Face à l'avancée spectaculaire des rebelles centrafricains, des pourparlers sont engagés entre Bangui et les représentants de la Seleka à Libreville au Gabon. Après quelques jours de discussion, le dialogue accouche d'un accord entre les deux parties le 11 janvier 2013 dernier. Arguant du non-respect de l'accord de Libreville, Seleka, cette rébellion, lance une autre offensive militaire après un ultimatum de 72 heures, sommant l'ancien président François Bozizé de revenir à de meilleurs sentiments. La progression de la rébellion centrafricaine a été spectaculaire malgré la présence des troupes de la force multinationale d'Afrique centrale, appuyée par quelques centaines de militaires sud-africaines qui faisaient office de garde rapprochée à Bozizé puisqu'il fustigeait sa propre armée pour son inaction, voire sa complicité avec l'ennemi. Après quelques jours d'offensive éclair, la rébellion entre Bangui, le 23 mars 2013, sont rencontrées de résistance. Il faut souligner que l'ancienne puissance colonisatrice n'a pas daigné venir en aide aux pays amis, malgré les accords de défense qui lient les deux pays. Officiellement, Paris ne veut pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays indépendant et souverain, mais compte tenu de ses intérêts économiques et le mépris avec l'ancien président, Paris aurait agi autrement en soutenant tacitement la Seleka avec une certaine garantie, c'est-à-dire le respect des contrats, la sécurité des ressortissants étrangers, etc. Il faut rappeler aussi que cette coalition est composée d'éléments hétéroclites, ce qui veut dire que beaucoup de choses restent à faire sur le partage du pouvoir, même si son représentant en Europe, Eric Massy, affirme que le groupe est bien structuré de par sa composition politico-militaire. Aux dernières nouvelles, le pseudo-chef de la coalition Seleka, Michel Djotodia, s'est autoproclamé président de la République centrafricaine au mépris des textes constitutionnels moribonds de l'État centrafricain. Il annonce, sans consultation avec la classe politique ni les confessions religieuses, la société civile, une transition politique de 3 ans. Un fait encore grave, il suspend la Constitution, le gouvernement, tout en promettant de reconduire
le Premier ministre issu des accords de Libreville. Tous ces éléments laissent présager l'installation d'une république de Bozizé sans Bozizé. 24 heures après le renversement du président François Bozizé, l'Union africaine suspend la Centrafrique et impose des sanctions à 7 responsables de la Séléka, dont ce chef Michel Djotodia. La communauté internationale, y compris la France, dénonce également la prise du pouvoir par la force en Centrafrique qui constitue une violente, flagrante désaccord de paix de Libreville. Il ne faut pas se leurrer beaucoup, car la chute du régime autoritaire de François Bozizé était prévisible, compte tenu de l'accélération des derniers événements, surtout l'entêtement du général-président d'entreprendre de sérieuses réformes institutionnelles et constitutionnelles. Quant à la Commission de l'Union africaine, malgré sa réaction timide en annonçant la suspension du pays de toutes les activités de la Commission et le gel des avoirs des principaux responsables du Séléka, rien ne garantit l'efficacité de ces actions quand on sait que le mécanisme de contrôle dont dispose la Commission s'avère peu efficace face au manque de fonctionnement de l'organisation panafricaine. Et enfin, pour notre part, il est inadmissible qu'on accepte en Afrique aussi bien des autocrates qui s'accrochent au pouvoir contre la volonté de leur peuple que des groupes rebelles qui prennent des armes pour arriver au pouvoir. Ainsi, après les rebelles ivoiriens, libyens ou autres, c'est le tour de la Séléka en République centrafricaine. Il est donc temps que les Africains laissent de côté la voie des armes et entreprennent un vrai dialogue pour la construction d'un État de droit. Eh bien, cet éditorial a été conçu en collaboration avec un de nos auditeurs qui nous suit actuellement sur le www.canalk.ca depuis l'Espagne, Bernabé Séduvio, que nous remercions beaucoup. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Eh bien, parlons justement de ce coup d'État en République centrafricaine. On dit souvent qu'il tue pas l'épée, périt pas l'épée. Eh bien, ce vieil adage semble rattraper le président centrafricain François Bozizé, renversé dimanche 24 mars dernier par les rebelles de la Séléka. Alors, François Bozizé, rappelons-le, est aussi arrivé au pouvoir en 2003 par un coup d'État. Pour le moment, la situation est toujours instable et les populations sont victimes de pillages systématiques de biens matériels. Eh bien, pour l'heure, le président déchu a trouvé refuge au Cameroun. Et on a appris aux dernières nouvelles qu'il s'est finalement installé au Bénin à côté du Togo. Eh bien, le chef de la rébellion, Michel Djotodia, s'est autoproclamé. Il a dissous l'Assemblée et la Constitution, mais a quand même reconduit l'ancien Premier ministre Nicolas Ntanganaï, qui avait collaboré entre-temps avec François Bozizé. Eh bien, pour en parler de la situation sociopolitique en République démocratique de Centrafrique, et pour ce coup d'État, nous accueillons dans un instant, en direct depuis Bangui et depuis Paris, nos invités. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Soni Pokomadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Nous avons également en ligne en direct depuis Paris notre ami Alain Jules. Alain Jules, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir l'Afrique.
Alors, la toute première question, puisqu'il s'agit de la crise en République centrafricaine. Alors, Soni Pokomadi, vous êtes un ancien député à l'Assemblée nationale centrafricaine, puisque cette assemblée vient d'être dissoute. Alors, votre pays vient de connaître un coup d'État le 24 mars dernier. On parle toujours d'instabilité, surtout sur le plan sécuritaire. Alors, comment la population vit cette prise de pouvoir par les armes, Soni Pokomadi? Oui, c'est malheureusement le 5e coup d'État que notre pays vient de connaître, avec ces désolations et ces violences. Et avant donc que je ne puisse apporter mon analyse de cette situation, je voudrais dire que mes pensées vont vers les multitudes de victimes innocentes qui ont perdu leur vie, toute la population qui est aujourd'hui abandonnée, laissés dans les brousses, qui ont été pillés, dont les maisons ont été dévastées. Il y a un désordre indescriptible. Vraiment, ma pensée à travers toutes ces victimes-là. Ceci dit, nous sommes à notre 5e coup d'État, prise de pouvoir par la force. Est-ce que je dois dire que nous sommes aujourd'hui obligés de nous replier? Malheureusement, personne, encore moins moi, je ne puis accepter que au XXIe siècle, on puisse arriver à cette situation, prendre le pouvoir de l'État par un coup d'État. Nous avons encore reculé, je ne sais pas de combien d'années en arrière, lorsque j'ai entendu que les nouvelles autorités du pays, le président de la République, a pris des actes constitutionnels qui font honte au pays. Au XXIe siècle, on ne peut pas décider de légiférer par ordonnance. C'est vraiment un recul extraordinaire que nous venons de vivre. Soni Pokomadi, merci quand même pour ces explications sur ce coup d'État en République centrafricaine. Nous allons également demander l'avis du panafricaniste Alain Jules depuis Paris. Alors, Alain Jules, un mot sur ce coup d'État en République centrafricaine. Oui, c'est vrai que, on peut traiter les problèmes en surface en disant, voilà, il y a eu un coup d'État. Ça, c'est vrai. Il y a eu un coup d'État, effectivement, à partir du moment où les membres du Sénéca ont pris le pouvoir par la force. Mais le problème, c'est qu'il faut voir la genèse aussi. Parce que c'est souvent très facile de traiter les problèmes en surface. Bon, malheureusement, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un homme qui est au pouvoir par la force, qu'on enlève aussi par la force. C'est-à-dire que le président Bozizé n'a pas pu, pendant toute sa gouvernance, faire en sorte que ce pays soit démocratique. Le président Bozizé n'a pas respecté certains accords. Je vais revenir notamment sur les accords de Libreville. Parce que, en réalité, aujourd'hui, il paye le prix, effectivement, de ce piège qu'on lui a tendu. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a eu un Premier ministre issu de l'opposition. Ensuite, il y a eu un gouvernement issu de l'opposition. Mais forcément, les autres, c'est-à-dire les gens du Sénéca, demandaient quand même qu'on libère certains prisonniers politiques. Il ne l'a pas fait. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle une espèce d'auto-enlèvement de la part de Sénéca, qui ont pris leur propre ministre, qui était dans le gouvernement d'Union nationale, et demandé, ils lui ont donné, je crois que c'était 72 heures, pour qu'il essaye d'appliquer les autres accords. Il ne l'a pas fait. C'était un piège. C'était un piège, moi je crois, un piège monté par ce qu'on appelle les pays occidentaux. Et forcément, on a dû lui dire ne respecte pas, alors que derrière, on savait qu'on n'allait pas intervenir en cas de push, comme ça s'est passé. Donc voilà, selon mes informations, notamment, le président Zuma et le président Hollande se sont eus au téléphone. Et alors Hollande a dit, écoutez, que vos militaires n'interviennent pas. Donc ça veut dire que la France a laissé les gens de Sénéca pouvoir arriver là. Donc effectivement, c'est un coup d'État qui a été monté depuis l'Occident. C'est clair et net. Mmh. On va quand même revenir encore sur ce coup d'État tout au long de ce débat entre un ancien député, Soni Pokomadi, en direct depuis la République centrafricaine. Alors, Soni Pokomadi, l'homme fort, chef des rebelles Michel Djotodia, s'est autoproclamé et a dissous la constitution centrafricaine. Alors, quel impact cela pourrait avoir sur les institutions de l'État? Alors, Michel Djotodia affirme également
que d'ici la fin de la transition, il gouvernera par ordonnance. Alors certains membres de la classe politique aimeraient que toutes ces questions puissent être débattues. C'est ça le paradoxe. Je crois qu'il faudrait que nous puissions être clairs. Aujourd'hui, il n'y a pas un bon coup d'État ou il n'y a pas un coup d'État qui puisse avoir puisse être justifié. Je ne suis pas pour Bozizé, loin de là. J'ai pu vous dire que effectivement les accords de Libreville étaient des accords mal ficelés, mais c'était des accords politiques. Les uns et les autres n'ont pas voulu les appliquer. Quand on dit effectivement que Bozizé n'a pas libéré les détenus politiques, c'est vrai, on a demandé. Les Séléka non plus n'ont pas arrêté de continuer de prendre des villes de province. Le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Donc les accords de Libreville n'étaient respectés ni par les uns ni par les autres. Mais il faut dire aussi que les accords de Libreville, il y avait une structure de médiation. Donc tous les problèmes qui pouvaient sortir de ces accords de Libreville devraient être effectivement transmis au médiateur, et c'est ce médiateur avec le comité de suivi qui a été mis en place qui devrait régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, on nous dit, après avoir fait un coup d'État, que nous sommes dans la lignée des accords de Libreville. Mais les accords de Libreville sont caduques. Les accords de Libreville, fondamentalement, qu'est-ce qu'ils disent? Que Bozizé est resté au pouvoir jusqu'en 2006, qu'on dissolvait l'Assemblée après un an, la Constitution n'était pas dissoute. C'est ça les accords de Libreville. On ne peut pas faire le coup d'État aujourd'hui et on dit que on est dans la lignée des accords de Libreville. Il faudrait que les choses soient claires. Le coup d'État a été fait. Moi, en tant que député, je ne peux pas soutenir le coup d'État. Je ne veux pas admettre qu'au XXIe siècle, on puisse légiférer par ordonnance. Ce sont toutes ces questions-là qu'il va falloir que nous puissions régler. Maintenant, personne, encore moins moi, je ne soutiens pas Bozizé. Il faut que ce soit très clair là-dessus. Il y a eu des erreurs de part et d'autre, mais il y a une structure, il y a des dialogues, il y a des choses qu'il faudrait discuter, les Européens auraient pu discuter entre eux pour trouver une solution ou les États. Ceux qui sont venus aujourd'hui, ce sont les anciens compagnons. C'est très bien. Les autres sont arrivés avant, les Sabon, les Daman étaient arrivés avant, on leur a donné un poste de chargé de mission. Aujourd'hui, c'est Jotodia, c'est les Afan qui arrivent, ainsi de suite. Mais est-ce que nous allons continuer par aller de coup d'État à coup d'État? Aucune solution politique ne peut être trouvée par la violence. Il faudrait que les compatriotes comprennent cela. Et aujourd'hui, nous avions le temps de discuter, de conscientiser la population et de faire des élections crédibles lorsque les Centrafricains choisiront leurs responsables. Et ces responsables-là devront diriger. Ils n'ont pas besoin de prendre des armes pour reculer 50 ans en arrière. Justement. Eh bien, Alain Jules, comment voyez-vous alors l'avenir politique de la République centrafricaine dans les mois suivants sans la Constitution et l'Assemblée nationale qui vient d'être dissoute par l'homme fort Michel Jotodia et qui affirme également qu'il gouvernera par ordonnance à Alain Jules? Écoutez, à partir du moment où l'honorable député disait tout à l'heure que les accords de Libreville sont caducs, c'est tout à fait ça. Vous savez, à partir du moment où l'accord politique n'a pas été respecté, à partir du moment où on prend le pays par un coup d'État, vous savez très bien, quel que soit le coup d'État, et ils ont dissous l'Assemblée aujourd'hui, la Constitution, etc., c'est normal, parce que c'est un coup d'État. Donc, maintenant, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que disaient justement les accords, ce que disaient les accords de Libreville, le pays ira très mal. Le pays ira très mal, parce que c'est une falsification. Quand j'entends Michel Jotodia dire que il respecte les accords de Libreville, franchement, c'est une falsification incroyable. On ne peut pas accepter ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'honorable député quand il dit que il ne peut pas accepter ça parce que le pays recule. Effectivement, chaque coup d'État fait reculer un pays au moins une décennie. Hein. Donc, à partir de là, que voulez-vous que je vous dise? L'avenir est complètement flou. L'avenir est complètement flou. Et puis, il faut dire quand même les vrais dessous de cette affaire-là. C'est-à-dire que Michel Jotodia a dû probablement donner des garanties à la soi-disant
soi-disant communauté internationale, que je mets toujours entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on découvre des choses actuellement en Centrafrique, un pays que je connais très bien. J'ai étudié en Centrafrique. Je suis un ancien habitant du quartier de la Kwanga. J'étais dans un lycée qui s'appelle CPI. Donc, je connais très bien la République centrafricaine. Et par conséquent, ce que je suis en train de vouloir dire aujourd'hui, c'est que le pays, on le fait reculer, on le fait être dépendant, et ensuite, on pille ses richesses. Parce que là, il y a des gisements de pétrole qui ont été découverts. Or, le pays qui était enclavé, prenait tous ses produits à gauche ou à droite. Vous voyez très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que le pétrole est une malédiction pour les pays africains. Donc, voilà, il y a un recul. Bien sûr. Alain Jules, est-ce que vous voulez affirmer que les rebelles de la Séléka sont manipulés par l'Occident ? C'est ce que vous voulez affirmer ? Complètement. Qui a armé ces gens-là ? D'où vient l'argent ? Comment se fait-il qu'ils puissent avoir le dessus sur une armée républicaine ? Cherchez l'erreur, il y a un problème. Donc moi personnellement, je me dis des gens, et puis quand je vois l'UA nous dire oui, nous suspendons la République centrafricaine de l'UA. Mais qu'est-ce que ça veut dire suspendre ? Là encore, on va revenir sur cette question. Alors, Soni Pokomadi, l'avocat Nicolas Tianga est reconduit au poste de Premier ministre. Ainsi, l'actuel homme fort, Michel Djotodia, affirme poursuivre l'accord de paix signé en janvier à Libreville au Gabon. Acte quand même rassurant, non, pour quand même l'instauration de la paix en République centrafricaine. Je ne sais pas si c'est parce que on aurait reconduit Maître Nicolas Tiangaï que la République centrafricaine recouvrerait la paix. Maître Nicolas Tiangaï était déjà nommé Premier ministre dans le cadre des accords de Libreville, qui, à mon avis, sont aujourd'hui caducs. Maître Nicolas Tiangaï a été reconduit par le nouveau président qui a pris le pouvoir de l'État par coup d'État. Maintenant, il faudrait que les Centrafricains se ressaisissent, que les Centrafricains commencent à se parler et à poser leurs problèmes. Nous n'avons pas à attendre, malheureusement, c'est ce que nous avions toujours fait, pour attendre que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'extérieur, qui viennent nous dicter ce que nous devions faire. Il faudrait aujourd'hui que les Centrafricains, ensemble, posément, puissent dialoguer entre eux, puissent se parler pour dire ce qu'ils veulent faire de ce pays. Si nous voulons détruire ce pays, il faudrait que nous assumions. Si nous voulons construire ce pays, il faudrait que nous ressaisissions et qu'ensemble, nous disions ce que nous voulons faire de ce pays, effectivement. Mais une seule personne, qu'il soit Maître Nicolas Tiangaï ou bien qu'il soit Michel Djotodia, ce n'est pas ces personnes-là qui sauveront le pays à eux seuls. Maintenant, il faudrait que les autorités, les nouvelles autorités, puissent lancer des signaux forts pour que, ensemble, les Centrafricains puissent effectivement se réunir, dialoguer, discuter et voir comment nous allons nous en sortir. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'il y ait de nouveaux coups d'État. Aujourd'hui, si vous arrivez à Bangui, je suis désolé, Bangui est mort. La ville est morte, pour ne pas dire tout le pays, puisque ça a commencé par les villes des provinces avant d'arriver à Bangui. Les nouvelles autorités du pays demandent à ce que les gens reprennent le travail mardi, mais malheureusement, il n'y a pas d'archives. Tout a été pillé et on continue à l'heure où je vous parle là de piller encore. Non seulement on pille l'administration, mais on pille les privés. Comment nous allons reprendre le travail dans ces conditions ? Il faudrait qu'ils donnent, les autorités, les nouvelles autorités du pays puissent donner des signaux forts pour arrêter ce pillage-là, pour qu'il y ait un début au moins d'ordre pour que les gens puissent reprendre le travail et que les Centrafricains, ensemble, puissent discuter de cela. Je ne pense pas du tout et je pense que Maître Nicolas Tiangaï en est bien conscient. Je ne pense pas que Maître Nicolas Tiangaï ou le président Djotodia tout seul, ils vont sortir la RCA de malheureusement la situation dans laquelle elle se trouve. Soni Pokomadi et Nicolas Tianga, l'actuel Premier ministre, affirmaient également que c'est l'entêtement de l'ancien président déchu François Bozizé qui a conduit quand même à cette situation aujourd'hui en République centrafricaine. Que répondez-vous? Tout à fait, mais ce n'est pas, si vous voulez, encore une fois,
les accords de Libreville, je vous dis, c'était un pis-aller. Les accords de Libreville n'étaient pas bien balisés, mais c'était un accord politique. Malheureusement, l'application des accords de Libreville ont posé problème dès le départ. On continue de poser problème. Moi, je dis, il y a eu effectivement l'entêtement du président Bozizé, mais il y a eu aussi des agissements de la Séléka. Lorsqu'on a signé les accords de Libreville, dans les accords de Libreville, on a dit qu'il y avait cessé le feu. Après la signature de ces accords de Libreville signés par la Séléka a continué à occuper d'autres villes de province. Donc, il y a eu effectivement l'entêtement de Bozizé, il y a eu malheureusement les Séléka aussi qui n'ont pas respecté ces accords-là. Et les gens ont cru que la solution, c'était la solution de force. Maintenant, on a utilisé la solution de force, on a fait un coup d'État. Aujourd'hui, il va falloir que nous assumions. Et finalement, c'est le peuple qui est souvent victime de ces exactions, de ces manipulations des hommes politiques en Afrique. Et Alain Jules, quel commentaire faites-vous sur le fait que Michel Djotodia ait reconduit l'ancien Premier ministre du président déchu François Bozizé? Écoutez, c'est simplement pour dire qu'effectivement, il poursuit les accords de Libreville. Puisque le Premier ministre est issu justement de ces accords-là, et par conséquent, il veut faire croire qu'il poursuit dans cette dynamique-là de Libreville. Or, c'est complètement faux. Donc, considérant que l'actuel Premier ministre, n'est-ce pas, reconduit, fait partie de l'opposition. Donc on comprend très bien que forcément il fait semblant. Il fait semblant. Je ne sais pas que si c'est ce Premier ministre qui va constituer le nouveau gouvernement, je ne suis pas au courant si il est déjà constitué. Donc personnellement, je me dis que c'est de l'esbrouf, c'est de l'esbrouf simplement. Et il sera peut-être un Premier ministre, une espèce d'homme lige qui n'aura rien, qui n'aura pas de pouvoir. Donc voilà, pour l'instant, mais je ne sais pas réellement s'ils ont déjà constitué un gouvernement aujourd'hui à Bangui. Justement. Alors, Soni Pokomadi, je le disais, vous êtes un ancien député de l'ancien régime François Bozizé. Alors, François Bozizé qui renversa feu Ange Félix Patassé en 2003, lui-même vient d'être chassé du pouvoir de force par les rebelles de la Séléka. Alors finalement, certains Africains et Centrafricains aussi se posent la question de savoir si ce phénomène ne va pas se reproduire en République centrafricaine ou encore se propager dans certaines sous-régions en Afrique. Oui, je voudrais préciser que je suis ancien député, mais je ne suis pas ancien député du régime Bozizé. Si vous voulez, je m'explique. Moi, je suis député indépendant. Je ne suis pas député KNK et je me suis battu contre les candidats de KNK et j'ai dû me battre jusqu'à la Cour constitutionnelle pour pouvoir gagner ma Merci pour l'information. À l'Assemblée nationale. Justement, allez-y. Donc, je voudrais faire cette précision-là. Maintenant, je vous dis, malheureusement, parmi les Séléka, il y a des anciens qui avaient accompagné Bozizé quand il est venu renverser le président Patassé. Donc, ils se connaissent. Djotodia, il connaît très bien Bozizé, Dafan, il connaît très bien Bozizé, mais je vous ai dit tantôt qu'il y avait avant les Sabon, les Daman, qui étaient avec Bozizé. Les premières revendications de Séléka, c'était quoi? Les premières revendications de Séléka, c'est résumé à l'application du DDR. Quand on a commencé le DDR et qu'il y a eu un peu d'argent pour désarmer et puis pour tenter de réinsérer les anciens combattants, malheureusement, cet argent a été détourné par la clique de Bozizé et ses compagnons. Et donc, les Séléka, ils sont venus, justement, leur première revendication, c'était celle-ci. C'est lorsqu'on les a arrêtés et lorsqu'ils sont allés à Libreville que les revendications du départ de Bozizé est sortie. Donc, moi, je ne suis pas surpris que demain, un autre groupe puisse effectivement sortir de nouveau pour dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, avec le partage des postes qu'il est en train de faire. C'est pour cela, encore une fois, que nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on puisse prendre le pouvoir par coup d'État. Il faudrait que nos États, notamment la République centrafricaine, puissent faire des efforts. Ça va être long. Nous allons apprendre, c'est un long chemin que nous allons apprendre pour
que la démocratie puisse s'installer, pour que les populations puissent être conscientisées, afin de pouvoir choisir librement leurs responsables et que ces responsables-là puissent se rendre compte de ce qu'ils font à cette population-là. Moi, j'ai honte quand je parle comme ça. En ce moment, j'étais député de la nation. Je représentais la nation centrafricaine. Je représentais une circonscription. Mais aujourd'hui, quand je vois la situation dans laquelle se trouve ma circonscription, les populations qui sont brutalisées, qui sont pillées, j'ai honte parce que je suis incapable de pouvoir essayer de leur défendre, alors que c'est à l'Assemblée que je défendais, c'est à l'Assemblée que je pouvais contrôler le gouvernement, que je pouvais interpeller les membres du gouvernement. Absolument. Alain Jules, après ce coup d'État en République centrafricaine, après le Mali également, est-ce que le phénomène ne risque pas de se répéter dans d'autres pays en Afrique où ces dictateurs s'accrochent toujours au pouvoir contre la volonté du peuple? C'est probable. C'est probable. Vous savez, il y a des ça peut faire boule de neige. Vous savez, actuellement au Tchad, il y a une ancienne rébellion qui est en train de se réveiller. Par exemple, ils disent qu'ils vont repartir à l'assaut de N'Djamena. Donc il y aura toujours des problèmes tant que certains présidents s'accrocheront au pouvoir et ne le partageront pas, n'installeront pas une vraie démocratie. Il y aura toujours ces problèmes-là. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec les chefs d'État africains. Ils n'arrivent pas à éduquer leur peuple. Parce que si les chefs d'État éduquaient leur peuple, c'est-à-dire qu'une vraie démocratie, essayer de jouer sur des cordes sensibles, l'emploi, l'alphabétisation, pour que les gens soient vraiment éduqués, je vous jure que ces gens ne pouvaient pas venir s'imposer et faire des coups d'État. Je prends l'exemple du Venezuela, où on a vu Chavez a tellement, le soi-disant dictateur, il a tellement éduqué son peuple, il a tellement aidé son peuple, qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas, la preuve c'est que la CIA a raté un coup d'État contre lui, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir de cette manière-là, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, malheureusement, si ça s'est passé comme ça en Centrafrique, Bozizé, quand je dis qu'il a très mal joué sa symphonie, c'est que à partir du moment où les rebelles arrivaient vers Bangui et tout ça, tu sais, dans ta tête, un peu de logique, je sais pas, le pouvoir en fout peut-être comme on dit, tu sais que militairement, tu as perdu. À partir du moment où tu sais que militairement tu as perdu, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as rien, et qu'on te dit au niveau de ces faux accords de Libreville que vous êtes président jusqu'en 2016, vous respectez, vous essayez de faire un effort dans ce sens-là. Mais malheureusement, je disais comme tantôt, le pouvoir en fout, et puis il ne pouvait compter sur personne. Il ne peut pas compter sur le peuple, il ne l'a pas éduqué, il ne l'a pas aidé à s'en sortir. Et par conséquent, il peut avoir le même cas dans d'autres pays africains. Il peut avoir le même cas. Et une dernière question rapidement, Sonny Pokomadi, merci encore une fois d'être toujours en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Bangui en République centrafricaine. Alors ce coup d'État en République centrafricaine qui vient d'être condamné par l'Union africaine et également l'Union européenne. Alors pensez-vous qu'il y aura un retour à la Constitution en République centrafricaine? Le cas du Mali est encore dans la mémoire des Africains. Est-ce que l'Union africaine surtout, ne peut pas faire plus au-delà de ces condamnations? Allô? Oh là là, j'espère qu'on a perdu le député Pokomadi en direct depuis Bangui, mais je peux relancer Alain Jules. Alain Jules, j'espère que vous m'avez suivi, vous avez suivi ma question. Non, écoutez, par rapport à votre question, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ce sont des condamnations de principe, que ce soit l'Union européenne, que ce soit, je ne sais pas, l'UA, l'Union africaine, ce sont des condamnations de principe, mais qui ne sont jamais suivies des faits. Parce que, à partir du moment où il y a une condamnation verbale, sans suivi réel, il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire que, quand on condamne, il faut qu'on dise derrière qu'on restitue qu'on remet le président en place, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, condamner
moi, je ne crois pas que ça peut avoir un effet. Ça peut pas avoir d'effet. Donc voilà sur ce que je peux dire par rapport à ça. Ça peut avoir d'effet. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on a réussi de nouveau à joindre depuis Bangui l'ancien député Soni Pokomandi. Sûrement que le réseau dérange énormément à Bangui. Et Soni Pokomandi, je disais qu'après ce coup d'État condamné par l'Union africaine et l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'il y aura un retour à la constitution en République centrafricaine? Le cas du Mali est toujours là dans la mémoire des Africains. Il n'y a jamais eu, après ce coup d'État au Mali, il n'y a jamais eu un retour à la constitution. Est-ce que l'Union africaine ne peut pas faire plus au-delà de ces condamnations, Soni Pokomandi? Oui, c'est bien beau que l'Union africaine et l'Union européenne aient condamné ce coup d'État. Je pense que c'est le moins qu'ils puissent faire. Mais il ne suffit pas de condamner le coup d'État. Il faudrait effectivement aujourd'hui qu'ils puissent effectivement accompagner les démocrates centrafricains, mais les démocrates centrafricains, j'ai dit l'accompagner, c'est eux les premiers responsables. Nous devions nous battre pour ramener la Constitution et nous réussirons à ramener la Constitution. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous n'avons pas de choix. Nous allons nous battre et nous demandons effectivement à ce que les amis puissent effectivement nous accompagner. Pour cela, je dis que nous devions assumer ce qui nous arrive est de notre responsabilité. Ce sont les Centrafricains qui ont fait un coup d'État. Ce sont les Centrafricains qui doivent ramener la Constitution. Et les Centrafricains, j'en suis persuadé, ils ramèneront la Constitution. Merci beaucoup, messieurs Alain Jules et Soni Pokomandi, qui étaient en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Centrafrique à Bangui. Alain Jules nous a accompagnés depuis Paris en France. Merci de nous avoir commenté et analysé ce coup d'État perpétré le 24 mars dernier en République centrafrique, où la situation reste toujours instable. Merci et bonsoir chez vous. togocity.com, icilomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, nous sommes effectivement la voix des opprimés. Merci de votre fidélité sur le www.canalk.ch, sur les gens d'FM à Lomé au Togo, sur la voix en Allemagne, la voix de la résistance africaine. Également, dans les jours qui vont suivre, vous allez également réécouter nos émissions sur nos sites partenaires, le togovie.com, également agence de presse AfriPresse. Parlons à présent de l'actualité politique au Togo et avant de prendre nos invités, nous accueillons tout de suite notre correspondante Fabi Kwasi. Fabi Kwasi, bonsoir. Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Alors Fabi, on parle d'une synergie des travailleurs qui vient de lancer une grève de 48 heures au Togo. Quelles sont les nouvelles qui font suite à cette grève, Fabi Kwasi? Évidemment, c'est face à l'autisme du pouvoir togolais et malgré les 72 heures de grève observées il y a bientôt un mois par la synergie des travailleurs du Togo qui réclament de meilleures conditions de vie, que cette dernière est obligée de hausser de nouveau le ton au cours d'une assemblée générale aux ambiances plutôt électriques qui a réuni le mercredi dernier au centre communautaire de Tokoin. La plupart des délégués, y compris ceux du très fond du Togo, une grève sèche de 48 heures les 4 et 5 avril prochains vient d'être lancée. Après cette grève, plus rien ne sera plus comme avant, a dardé le docteur Gilbert Tcholignanou, porte-parole de la synergie. Les morgues et les centres de transfusion sanguine seront fermés, de même que les établissements scolaires, et les cours devant être dispensés seront considérés comme faits. À l'approche des examens de fin d'année, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les élèves et leurs parents. Nous avons, au niveau de la synergie, interpellé nos gouvernants sur nos problèmes, mais nous avons constaté avec amertume que nos revendications sont restées lettres mortes, a regretté le médecin Gilbert Tcholignanou, qui a dit compter sur cette grève de 48 heures pour faire plier le gouvernement. Les employés de la fonction publique togolaise exigent entre autres, et ce depuis plusieurs mois,
la hausse de leur grille salariale, l'amélioration des primes d'allocation à la retraite, la révision de l'âge de départ à la retraite. Toutes ces revendications sont contenues dans la plateforme que la Synergie a adressée au gouvernement au Maisounou, qui préfère jouer aux troubles faites en discutant avec les centrales syndicales qui ont quitté depuis longtemps le devant de la lutte. La Synergie, quant à elle, réclame l'ouverture des discussions avec elle uniquement et dans les meilleurs délais. En cas d'insatisfaction à menacer la Synergie, la grève sera reconduite sans préavis jusqu'à l'obtention des droits des travailleurs. Fabi Kwasi, on parle également d'un nouveau rebondissement dans le dossier Agba Bertin qui est toujours gardé en prison au Togo pour une affaire d'escroquerie. Est-ce qu'on tend vers une probable libération de Bertin sans Agba? Pas si sûr, Sylvain. Rebondissement en tout cas, comme vous l'aviez dit, dans le dossier Bertin Agba, embastillé dans une affaire ténébreuse d'escroquerie dite internationale qui implique aussi M. Loïc Le Floch-Préjean, qui est libéré depuis plusieurs semaines déjà. Le richissime homme d'affaires togolais, malgré qu'il soit un homme libre depuis plusieurs mois suite à une décision de la Cour suprême, les autorités togolaises se servent de la justice et usent de toutes les manœuvres, des plus rocambolesques d'ailleurs, pour le maintenir en détention. Tout remonte à l'histoire de la tentative d'empoisonnement dont a failli être victime M. Bertin Agba par un détenu nommé Atondji Kodjo. La suite est connue, le fameux détenu a disparu de la prison de Thiévié et s'est évaporé dans la nature comme par enchantement. Il reviendra quelques jours plus tard où il a commencé à bénéficier des bonnes grâces des dieux de la justice. M. Agba bénéficiait quant à lui d'une liberté provisoire dans l'affaire d'escroquerie. Il fallait trouver un autre montage pour le maintenir dans les geôles de Thiévié. Comme pour un certain Mohamed Loum, le jeune Atondji manipulé porta plainte contre M. Agba pour diffamation, atteinte à l'honneur. Le jeune Atondji manipulé donc a porté plainte pour 4 chefs d'accusation au moins. Une demande de liberté provisoire fut donc introduite par le conseil de Sieur Agba dans le cadre de cette affaire auprès du juge d'instruction du tribunal de Thiévié. Ce dernier a organisé donc une confrontation entre les différents protagonistes le 15 mars dernier. Et puis, scénario à la Mohamed Loum, le jeune Atondji Kodjo déclare n'avoir jamais porté plainte contre M. Bertin Agba. Un revirement de situation qui n'a pas été du goût du procureur de la République, Amil Kapi, qui, selon nos informations, était dans tous ses états. De sources proches du dossier, le jeune Atondji révélera plus tard avoir une conscience qui le gêne. À cet effet, il rédigea une lettre de retrait de sa plainte qui fut transmise au régisseur, mais dès que le procureur a pris connaissance de la dite note, il la déchira sur le champ. La demande de mise en liberté introduite est donc rejetée. Le jeune Atondji, qui bénéficiait il y a peu de soins assez particuliers, devrait subir la foudre des dieux de la République. Il se raconte qu'il est probable que sa peine soit doublée pour lui faire payer sa témérité. Un dossier d'escroquerie devant lequel s'aplatit tous les magistrats togolais pour faire plaisir à M. Fornia Simbé, décidé à maintenir des citoyens en prison en violation des lois de la République. Tout comme pour Bertin Agba, Pascal Bodiona reste détenu alors même que son rôle dans cette affaire d'escroquerie est difficile à identifier. Aux dernières informations, ses conditions de détention ont été corsées où il reste dans l'obscurité totale. Il a fallu que l'intéressé fasse du tapage et que les organisations de droits de l'homme se grouillent pour que le courant ne lui soit rétabli. Par ailleurs, pour avoir révélé être torturé et manipulé dans les affaires d'incendie en déshabillant les tortionnaires enquêteurs, Mohamed Loum, alias Toussaint Tometi, a vu également ses conditions de détention s'empirer. À la prison civile de Lomé, il reste fermé 24 heures sur 24. Les quelques rares visites qui lui sont autorisées, il y a toujours des agents pointés qui doivent écouter la conversation, de même que son sommeil. 3 agents sont toujours là. Les témoins racontent même que le prisonnier demi-frère de Fort Gnassingbé, Pacha Gnassingbé, n'a jamais été autant surveillé comme le jeune Mohamed Loum. Fabi Kwasi, merci beaucoup pour ces informations sur l'actualité sociopolitique au Togo. Rendez-vous donc samedi prochain. Bonsoir chez vous depuis Lomé au Togo. Eh bien, encore une fois, merci à notre correspondante Fabi Kwasi en direct depuis Lomé. La manière dont laquelle la justice togolaise traite l'affaire d'incendie des marchés au Togo qui a connu un rebondissement depuis quelques jours amène beaucoup de Togolais à se poser la question sur l'indépendance et la crédibilité de la justice togolaise. Nous vous proposons un coup de gueule de notre collaborateur Romé Koudodi qui est actuellement en ligne en direct depuis Beaune. Togo, le judiciaire togolais met mal à l'aise. Au Togo, la justice togolaise va mal.
et ne reflète plus la protection du justiciable contre le justicier. Elle est depuis quelques années au centre d'une vaste problématique au milieu de nombreuses polémiques, et ceci au pas de bord du pouvoir au lieu de protéger la veuve et l'orphelin. En témoignent les procès retentissants concernant des groupes de presse, des hommes politiques, des journalistes, des syndicalistes ou encore les contestations de décisions rendues en matière électorale. Les derniers événements politiques survenus dans la République nous permettent de douter de sa crédibilité et de sa sincérité. En effet, dans le cadre d'une enquête sur les incendies des marchés de Kara et Lomé qui ont eu lieu entre le 9 et le 12 janvier 2013, notons que ces drames sont survenus alors que le collectif Sauvons le Togo, CST, coalition des partis politiques et d'organisations de la société civile, avait appelé à 3 journées de manifestation pour demander l'ouverture d'un réel dialogue entre le gouvernement et l'opposition en préalable à l'organisation des législatives. Nos pensées vont en ce moment précis aux 27 innocents qui croupissent en prison à Lomé, mais aussi à Kara, des étudiants déférés sans aucune preuve autre que d'avoir participé à des manifestations du CST. Pourtant, le revirement spectaculaire dans l'affaire des incendies, du fait que le principal pion maîtresse de la tragique comédie, j'ai nommé Mohamed Loum alias Tometi, est si besoin en est illustratif, car l'intéressé vient d'avouer qu'il a été manipulé pour inculper l'opposition, de la nécessité d'élargir les inculpés et de reprendre l'enquête. Mais hélas, dans ce pays, le ridicule ne tue pas. Les innocents sont toujours maintenus dans les liens de la détention, tandis que les voyous se la coulent la douce. Plus loin, pendant que la justice togolaise refusait de dire le droit dans le renvoi des parlementaires de l'ANC, la Cour de justice d'Abuja leur donnait une leçon de droit magistral en cassant la décision inique qui répond plutôt à des désirs fantaisistes d'un presse en mal de légitimité. Mais les juges du Togo n'ont pas maîtrisé la leçon ou feignent de la comprendre. Cette situation n'est pas exceptionnelle. Ce qui est en revanche de nouveau et inquiétant, ce sont les critiques qui sont adressées directement au corps judiciaire en général et aux magistrats en particulier. Ceux-ci ont de plus en plus mauvaise presse au niveau de la cité. Leur image est en train de se dégrader dans la société. Les milieux économiques et financiers les accusent de plus en plus ouvertement d'incompétence ou de corruption, ou les deux à la fois. Ils sont susceptibles de laxisme, voire de partialité. La justice vient de se mettre encore à nu, amis auditeurs. Que cherchent encore les 27 innocents dans les prisons, tandis que Loum le dit si haut et fort qu'il a été manipulé pour inculper des innocents. Nous osons croire que ceux qui aiguillonnent la justice reviendront à la raison pour donner ordre de libérer les innocents. Mais en attendant, chers amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, le feuilleton Loum ne fait que commencer. Attendons de voir la suite. Merci beaucoup, Romain Koudodi, depuis Bonn en Allemagne. Eh bien, notre dernier invité est Kofi Yamyan, en direct depuis Paris également. Et nous allons discuter avec lui les dernières actualités politiques au Togo dans un instant dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Kofi Yamyan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Alors, vous êtes le président de Sursaut Togo. Alors, tout le peuple togolais vous connaît. C'est plus à nous de vous présenter comme il le faut. Alors, il y a eu rebondissement dans l'affaire des incendies des marchés au Togo. Le jeune Tometi Loum avait fait une déclaration tonitruante il y a quelques jours lors d'une confrontation avec Agbeome Kodjo devant les juges et les avocats d'Agbeome Kodjo. Alors, Agbeome Kodjo qui a été inculpé dans cette affaire d'incendie, tout comme plusieurs jeunes proches du collectif Sauvons le Togo et également certains de ses responsables. Alors, Kofi Yamyan, quelle analyse faites-vous de la situation? Écoutez, moi, au moment où cette histoire m'a été contée, de ces histoires d'incendie, je me suis toujours interrogé sur à qui profite
à qui profitent ces incendies. Je n'ai jamais pu imaginer un seul instant qu'un responsable de l'opposition, quelqu'un comme Aguillaume Kodjo, quelqu'un comme Jean-Pierre Favre, ou comme Aimé Gougué, ou d'autres encore, puissent aller commanditer d'incendier les marchés du Togo. Ça me paraît invraisemblable. Et donc, lorsque on a trouvé des témoins qu'on a exposés, menottés, et puis voilà, qui ont balancé des noms et tout ça, je me suis dit, ça, c'est les méthodes connues. Les méthodes connues du Togo, la fameuse Agence nationale du renseignement, l'ANR, funeste, a toujours procédé comme ça. On vous arrête, on vous torture jusqu'à ce que vous racontiez ce qu'ils veulent entendre, et après on dit voilà, c'est ça la vérité. Et le gouvernement togolais a des choses à cacher. Et il a la responsabilité de dire la vérité aux Togolais. Il sait très bien que ce n'est pas l'opposition qui a allumé ce feu. Je n'ai jamais dit que c'était le gouvernement non plus. Mais il faut chercher les vrais coupables. Et on connaît l'habitude de ce gouvernement. Lorsque le centre culturel allemand a été incendié, on n'a jamais trouvé le coupable. Justement, le jeune Tometi déclare maintenant qu'il a été torturé par les agents du capitaine Akakbo. Il a cité d'autres noms en plus. Hein? C'est ça. Il a été torturé, donc il a fini par dire ce qu'on lui a dicté. Il a lu simplement la déclaration que les gendarmes lui ont demandé de lire. Et ça a permis de leur dire, voilà, le témoignage de quelqu'un qui a participé aux incendies et qui dénonce l'opposition, ce qui a permis donc à ces gens-là de mettre en prison, d'arrêter des gens qui n'ont rien fait, de les mettre en prison, de les sortir, de les accuser et de les mettre en résidence surveillée à Lomé, puisqu'ils ne peuvent même plus sortir de la ville de Lomé. Et vous savez bien pourquoi. Comme ça, ils ne pourront pas aller faire campagne pour les élections. Le Togo est très très mal parti. Et ça, il faut arrêter cette course infernale. Justement, parlons justement encore une fois du Togo. Hein, le recensement a démarré le 15 mars dernier à Lomé. Plusieurs partis politiques dénoncent plusieurs irrégularités, mais la CENI se dit satisfaite du processus de recensement. Alors, comment voyez-vous l'avenir des prochaines élections législatives au Togo, Kofi Yamyan? Écoutez, c'est le rôle de la CENI qui est le bras armé du pouvoir de dire que tout se passe bien, alors que la CENI elle-même sait que ça ne se passe pas bien. Moi, depuis ici, je reçois du courrier où on me dit à quoi sert-il de perdre son temps à aller se faire recenser, puisque nous savons que de toutes les manières, le RPT va se déclarer vainqueur, quoi qu'il arrive. Voilà ce que disent les gens. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas aller se faire recenser. Et pour donner le change, le RPT, UNIR et l'UFC réunissent des jeunes enfants, des jeunes élèves, comme les directeurs d'école, de collège et les proviseurs des lycées sont priés de conduire leurs élèves dans les centres de recensement. Et puis on recense des étrangers. C'est quelque chose de pas possible. Et donc, on donne le change au monde entier que le recensement se passe bien. Mais c'est faux. Les Togolais pensent que c'est inutile d'aller au recensement. Et moi, j'ai fait un communiqué pour leur dire qu'il faut aller se faire recenser parce que c'est important. On ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, cette élection, mais il faut se faire recenser. De sorte que, le jour venu, nous allions tous aux urnes, combattre le RPT, unis à UNIR, unis à l'UFC, pour leur montrer que les Togolais veulent que ça change. Voilà.
actualité oblige, actualité africaine oblige, nous avons eu à faire un débat sur le coup d'État qui a eu lieu le 24 mars dernier en République centrafricaine, et bien justement après le Mali aussi. Est-ce que le phénomène ne risque-t-il pas de se propager dans d'autres sous-régions africaines où certains dictateurs s'accrochent toujours au pouvoir contre la volonté du peuple Kofi Annan? Oui, c'est vrai que l'Afrique, les pays africains souverains ont 50 ans à peu près aujourd'hui. Vous savez combien de coups d'État il y a eu en Afrique? Le dernier de la République centrafricaine, là, c'est le 82e coup d'État. Celui du Mali, c'était le 81e. Vous vous rendez compte? En 50 ans, 82 coups d'État. Il faut arrêter ça. Ça suffit, les coups d'État. Ce n'est pas par les coups d'État qu'on gouverne un pays. Ce n'est pas par la violence qu'on doit gouverner. C'est le choix du peuple qui donne les dirigeants, librement choisis. Et donc, il faut ce qui est arrivé là en RCA, c'est quelque chose de très inquiétant pour la suite. C'est vrai que ça peut donner des idées à certains militaires de dire, voilà, nous aussi on veut notre part, donc on fait un coup d'État, etc. Il ne faudrait plus que la communauté internationale reconnaisse les régimes issus des coups d'État. Plus jamais. Comme ça, ils verront bien qu'au bout de quelques temps, il faut qu'ils lâchent le pouvoir pour le donner aux civils. Et encore mieux, il ne faut plus qu'ils commettent de coups d'État. Il ne faut plus les reconnaître. Justement, l'Union africaine et l'Union européenne ont condamné ce coup d'État, mais est-ce que, surtout l'Union africaine, au-delà de ces condamnations, ne peut pas aller loin, quand même, pour qu'il y ait plus de coups d'État, quand même, en Afrique? Non, l'Union africaine n'a aucun moyen de prévenir les coups d'État. La seule arme dont elle dispose, c'est de dire: vous avez commis un coup d'État, on ne vous reconnaît pas. Vous n'avez plus de siège à l'Union africaine, et pour les regroupements régionaux, vous n'avez plus de place à la CEDEAO, vous n'avez plus de place à la CEMAC, etc. Il faut absolument faire monter une pression telle que les militaires renoncent définitivement à leur tentation de coup d'État. Sinon, l'Union africaine n'a pas d'arme. La seule arme, je dis bien, c'est celle-là. On ne le reconnaît plus jamais. Et si l'Union africaine ne reconnaît pas le coup d'État, l'Union européenne ne la reconnaîtra pas, l'ONU ne reconnaîtra pas l'État, ni les États-Unis. Comme ça, au moins, ils seront suspendus en l'air, ils verront bien que ce n'est pas comme ça qu'on procède. Merci en tout cas, Kofi Annan, président de Suzo Togo, de nous avoir accompagnés dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Paris. Merci et bonne soirée. Allez, au revoir, monsieur. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de ce 31 ou 30 déjà, ça c'est la veille Pascal, 30 mars 2013. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonne fête de Pâques à tous nos auditeurs de Légende FM à Lomé au Togo, la voix de la résistance africaine. Vous pouvez également réécouter nos émissions sur le site internet partenaire de Fenêtre sur l'Afrique, le togovie.com, également agence de presse Afripresse, togocity.com, ici lomé.com, cvu-togo-diaspora.org, également togoactualité.com. Merci de votre fidélité. Merci et bonne soirée à tous et à tous. À samedi prochain.